Arctic temperatures and rolling blackouts hammering Texas. These periodic blackouts that have been going into effect since early this morning. Nearly 4.2 million Texans, 4.2 million still have no electricity at this hour. Bon, qu'est-ce que je mange? Je commence à avoir faim, moi, là. Ouais, ça fait un bail que t'as commandé. Ouais. Me semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas neigé au Texas. Oui, je sais, c'est un peu chiant. En plus, si on avait 40-50 cm de neige, ça pourrait être compliqué. On n'a pas exactement les infrastructures pour gérer ça. Ouais, c'est vrai que j'imagine pas ceux qui sont au Québec, hein, ils doivent vraiment en arracher. Ouf! Quelle province! Oh, j'ai même pas de mots. Colin, voyons, c'est ce qui se passe ici? C'est le karma, on aurait dû se taire. En tout cas, il va falloir que t'attendes plus longtemps pour ton burger, hein. Ouais, comment ça? Ben parce que probablement que dans leur cuisine, leur cuisinière fonctionne avec une plaque à induction. Qui fait que, étant donné que ça fonctionne à l'électricité, ben pas d'électricité, pas de cuisine. Ok, ils sont vraiment techno, oui. Ben oui, effectivement, c'est l'évolution, hein. Oh, je connais pas ça, moi. C'est un principe qu'on a appris il y a de ça longtemps. J'ai vu ça dans mes jeunes années quand j'ai étudié en sciences de la nature. Sciences de la nature? Eh ben oui, c'est vrai, je me rappelle, moi aussi j'ai fait ça. Quand j'y repense... La plupart des cuisines comptent aujourd'hui des cuisinières composées d'une plaque à induction. Cette induction est d'origine électromagnétique, ce qui veut dire que les principes que vous apprenez dans vos cours de sciences ont bel et bien une application dans votre quotidien. L'électromagnétisme est un principe qui relie l'électricité et le magnétisme. Probablement que l'électricité vous est familière, mais que la notion de magnétisme est un peu plus floue. En fait, c'est tout simplement la capacité que la matière a à attirer ou à répulser d'autres matières selon certaines propriétés. Par exemple, les aimants que vous avez sur votre réfrigérateur en sont un bon exemple. Donc, l'électromagnétisme relie les deux concepts et on a découvert que l'un entraîne l'autre, ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Regardons un peu à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on a une bobine de cuivre qui est placée au centre d'une plaque. Deux fils électriques la relient à une source d'électricité. Lorsqu'on allume la source, un courant électrique traverse le fil de cuivre embobiné et l'ensemble crée un champ magnétique car le cuivre est un conducteur électrique, soit un matériau capable de laisser circuler le courant. Comme c'est là, rien n'est visible, mais si on ajoute de la limaille de fer, le champ en question se fait voir grâce à la répulsion que subit la maille. C'est un phénomène qui fut observé pour la première fois en 1820 par Hans Christian Ørsted. Il a remarqué que lorsque on mettait une boussole près d'un fil traversé par un courant électrique, son aiguille déviait. Drôlement, cette découverte fut un peu le fruit du hasard, dans le sens où il n'avait pas prémédité cette expérience. C'était simplement une observation aléatoire. Bon ben, même après m'avoir expliqué ça, là, c'est quoi le rapport entre les haut-parleurs et ton four? Attends un peu, j'y arrive. De toute façon, on a un peu de temps devant nous. Les pannes comme ça, d'habitude, ça dure longtemps. Ouais. Maintenant, voici comment cette induction devient une source de chaleur. En induisant un champ magnétique, on provoque également l'apparition d'un champ électrique, puisqu'on a établi que l'un entraînait l'autre. En mettant un matériau conducteur dans ce champ, on crée un courant à l'intérieur. Autrement dit, on amène ce qu'on appelle des électrons de la matière incroyablement petite à se déplacer dans le matériau. Or, celui-ci a la capacité de s'opposer à ce mouvement, ce que l'on nomme la résistance électrique. Parfois, il faut se sacrifier pour la science. Allons maintenant tester ce phénomène à l'échelle humaine. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Comme vous le voyez, dans l'air, il n'y a pratiquement aucune résistance.
Si vous allez dans l'eau maintenant, ça va être un peu plus difficile. L'eau va vous résister et vous devrez fournir plus d'énergie pour avancer. Pour reprendre l'analogie avec nos déplacements, lorsqu'on se déplace dans de l'air, il n'y a pratiquement aucune résistance. Donc, on fournit très peu d'énergie pour bouger. Imaginez maintenant que nous allons dans l'eau. Pour nager ou pour même courir dans l'eau, il y aura beaucoup plus de résistance et donc vous allez devoir fournir un peu plus d'énergie et vous allez commencer à avoir chaud. Maintenant, imaginez que vous ayez l'idée folle d'aller dans du jello. Eh bien, la densité du jello va faire en sorte que vous allez devoir vous fournir une très grande quantité d'énergie pour réussir à vous déplacer. En fournissant cette quantité d'énergie, vous allez commencer à avoir chaud puisque votre corps y dégage de la chaleur. C'est en quelque sorte le même principe avec les électrons dans le matériau conducteur. Dépendamment de quoi il est fait, ils vont avoir plus de difficultés à se déplacer, ce qui va demander plus d'énergie et va réchauffer l'objet. Ça peut aller jusqu'à des températures assez impressionnantes. Allons maintenant voir à quel point cela peut dégager de la chaleur. On a à nouveau une source de courant reliée à une bobine. Cette fois, la source est plus puissante et la bobine plus grosse. En allumant la source, un courant va passer dans la bobine et créer un champ magnétique encore une fois. Ce même champ magnétique crée à son tour un champ électrique dont l'intensité est plus grande dans la bobine. Si on y plonge un objet métallique, eh bien il va rapidement chauffer à rouge. Atteindre cette température avec un simple feu serait beaucoup plus long. On attribue d'ailleurs le nom un nom à ces courants induits, soit les courants de Foucault, en l'honneur de Léon Foucault, un physicien français qui a découvert ce phénomène au milieu du 19e siècle. Le chauffage n'est toutefois pas la seule application de ces courants. On peut également freiner le mouvement d'un objet grâce à ceux-ci. Voyez par vous-même. Si je mets un pendule métallique en mouvement, le mouvement va continuer tant et aussi longtemps que rien ne peut le stopper. Maintenant, si j'approche un rail métallique du pendule, il va s'arrêter comme ceci. Si maintenant j'approche un rail métallique encore une fois, mais troué, le mouvement ne sera pas perturbé. C'est parce que l'aimant du pendule est une source de champ magnétique qui induit un courant dans le rail qui est conducteur. Ce courant génère une force encore une fois invisible qui va à l'encontre du mouvement du pendule et il s'arrête. Hey, c'est donc bien cool. Je savais pas qu'on pouvait utiliser l'électricité comme ça. Ouais, c'est juste dommage qu'on en ait pas en ce moment. Ton burger va devenir... Ah, tant mieux. Il suffisait juste que je le dise apparemment. Ben, regarde, mon burger arrive. J'ai commencé à venir de temps, j'ai commencé à avoir faim. Ouais, mais cette électricité-là, elle provient d'où? Je suis content que tu poses la question parce que je viens juste de m'en rappeler. Laisse-moi t'expliquer ça. Si Foucault est le premier qui a travaillé sur le comportement et les effets des courants induits, c'est Michael Faraday et Joseph Henry qui furent les premiers à s'intéresser au phénomène inverse qu'Ørsted avait étudié, sur la conversion de magnétisme en électricité. Sans même se consulter, ils ont tous les deux fait une expérience qui a prouvé cette conversion. En variant le champ magnétique qui affecte un conducteur, on peut induire un courant dans celui-ci. Il y a deux moyens d'y arriver. Soit on fait bouger un conducteur dans un champ magnétique stable, de façon à faire varier le champ à différentes surfaces du conducteur, soit on déplace un champ magnétique autour d'un conducteur, de manière également à faire varier le flux magnétique qui atteint la surface du conducteur. Un petit coin de pays, pas trop loin d'ici, où il fait froid la moitié de l'année et où on met de la sueur d'arbre sur des pancakes, est un des meneurs mondiaux dans ce domaine. En effet, le réseau électrique du Québec est entièrement basé sur le processus d'induction électromagnétique qui a cours dans les barrages hydroélectriques qui fournissent la province en électricité. Comme pour être original, le nom de la société qui supervise ces opérations est Hydro-Québec. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à comprendre le fonctionnement des barrages hydroélectriques maintenant que vous êtes des experts en induction électromagnétique. Tout le processus est activé par une arrivée d'eau qui fait tourner des palmes qui transmettent un mouvement circulaire à une espèce de machine rotative composée d'une partie fixe à l'extérieur et d'une partie tournante au centre. On dispose des électroaimants sur la partie tournante et des barres de cuivre à l'extérieur sur la partie fixe. En faisant tourner la partie tournante où les électroaimants sont disposés, on crée un champ magnétique dans l'espace autour et donc sur les barres de cuivre, qui sont des conducteurs électriques. En suivant le principe de Faraday et de Henry, on induit donc dans les barres de cuivre un courant qui peut ensuite être récolté et envoyé pour faire fonctionner vos différents appareils. De plus,
Mais qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, tu me dis que je pouvais générer de l'électricité avec le mouvement, fait que j'essaie de faire allumer des lumières de phare. La lumière de mon phare droit fonctionne plus, fait que j'essaie ça. Allons voir ça alors. Hey, check ça, ça fonctionne. Mouvement, électricité, sauf que là, la différence, c'est que mon bras remplace le mouvement de l'eau. Fait que, voilà, lumière. Évidemment que ça fonctionne, et ça fonctionne depuis longtemps. Les premières centrales hydroélectriques ont fait leur apparition au tout début du 20e siècle, alors que des entreprises anglophones ont commencé à se lancer dans le commerce de l'électricité. C'était un secteur qui, à l'époque, était géré au privé. Les deux principaux acteurs étaient la Montreal Light, Heat and Power Company et la Shawinigan Water and Power Company. Par contre, la privatisation de ce secteur entraînait plusieurs problématiques. Entre autres, des tarifications beaucoup trop élevées qui menaient à d'énormes profits, une accessibilité arbitraire pour les gens qui habitaient en campagne, et aussi une diminution du service à cause de l'interférence qui était créée par l'enchevêtrement des différents réseaux. Devant ça, la population a commencé à exprimer son mécontentement et à réclamer un contrôle gouvernemental. C'est ainsi que le gouvernement du Québec a créé Hydro-Québec pour avoir le contrôle sur l'ensemble du réseau électrique et a racheté les différents secteurs d'électricité des entreprises anglaises après avoir déposé un projet de loi qui les obligeait à céder leurs installations. C'était une action considérable à l'époque compte tenu de la difficulté que pouvaient avoir les francophones à tenir tête aux anglophones. Aujourd'hui, la société d'État s'occupe de l'entièreté de la production, du transport et de la distribution d'électricité au Québec et compte près de 61 centrales hydroélectriques. C'est vrai que quand on y pense, là, c'est quand même assez cool que ça fonctionne sur une seule machine tout le temps. Effectivement, c'est surprenant quand même qu'il n'y ait pas tant de différence entre la production d'électricité du Texas et celle du Québec. Ouais, mais la seule différence, je pense, c'est qu'au Québec, ils ont un réseau électrique, tandis qu'au Texas, ça marche au privé. Puis ça fait en sorte qu'on a des problèmes comme ça qui arrivent un peu tout le temps. C'est vrai que c'est tannant un peu quand il y a des pannes et tout, mais bon, check, hein? L'électricité est déjà de retour. Il n'y en a pas de problème. C'est vrai.